Allez, on se retrouve pour un nouveau CQFR sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai me rejoint. Shai, il y avait quelques matchs au programme. Est-ce qu'il y en a un que tu veux aborder en particulier pour ouvrir ce CQFR? Tu te doutes bien que j'ai regardé le match entre les deux équipes, deux des équipes qui me plaisent le plus depuis le début de la saison à l'Ouest. J'ai regardé aussi. Voilà, Je me doutais que tu allais partir c'était là-dessus. sûr, entre Memphis et Houston. C'était c'était un match sympa, un match avec quelques enseignements et puis Houston qui se détache un peu au classement. Ouais, Tu veux victoire des peut-être donner le Rockets, résultat, ouais. victoire des Rockets du coup contre les Grizzlies, 119-115. Quelques stats, 32 points, 14 rebonds, 5 passes, un contre décisif pour Alperen Şengün, 27 points de Jalen Green, 22 points de Fred VanVleet. Du côté des Grizzlies, 27 points de Ja Morant qui revenait pour la première fois après 5 matchs d'absence, Cinq si je dis matchs, pas de ouais. Ouais. bêtises. 21 points de Jaren Jackson Jr. qui a fait 6 contre aussi. Et du coup, voilà, victoire de Houston, 119-115. Et je te laisse la parole là-dessus. Ouais, bah, ces deux équipes donc, qui sont à la lutte pour la deuxième place à l'Ouest, donc déjà en ça c'est intéressant. Ces deux équipes qui pratiquent pas le basket que les gens jugent de manière en tout cas standard le plus spectaculaire. Mais c'est deux équipes que j'aime bien voir jouer et le match a été plutôt cool aussi. La fin, j'avoue que je reste un peu sur la fin avec le tir à 3 points de Desmond Bain Ouais. qui rentre alors que Taylor Jenkins prend un temps mort. Ça, c'est une situation qui peut faire penser à celle avec Colin Sexton et Will Hardy un peu plus tôt dans la saison, où où il y a où Bain reçoit la balle, il tire, il est défendu, donc tout le monde est un peu dans l'action et Jenkins avait posé son temps mort. Il restait 3,8 secondes et derrière ils ont pas réussi à. Ils étaient à quoi? Ouais, à -3. Il égalise Il sur son tir. égalise. Il égalise. Et bon bah derrière ils ont pas pu raccrocher le wagon et c'est Houston qui globalement mérite quand même la victoire, je trouve. Ils ont été au-dessus. Şengün, voilà, tu donnais ses stats, il est quand même impressionnant quand il est dans ce mode-là. Même avec un bon Jaren Jackson Jr. Pour lui donner la réplique chez les intérieurs des Grizzlies. Mais ouais, Houston est en train de solidifier cette deuxième place qui est à mon sens tout à fait méritée. J'ai trouvé que les Grizzlies s'étaient réveillés défensivement un peu tard. Ouais. On sait que c'est une des meilleures défenses de la ligue. Dans le premier quart-temps, Houston met 20 points dans la raquette sur les 6 premières minutes. Et sur ces 20 points, en fait, c'est même pas que des post-up de Şengün ou de la transition. Je vais revenir sur la transition des Rockets après, mais Ah ouais. c'est plein de fois où juste les Grizzlies se font battre en un contre un. En fait, il y a pas leur dureté défensive habituelle. Et il la retrouve dans le quatrième quart-temps. Du coup, il recolle un peu au Mm. score, parce il y avait quasiment 10 points d'avance pour Ouais. Houston au début du quatrième quart-temps. Mais voilà, ils l'ont retrouvé un peu tard et je pense que ça a fait En fait, au final, le match était très plaisant. Je l'ai trouvé cool aussi. Ouais. Mais presque, ça s'est joué sur le premier quart-temps d'une certaine manière. Tu vois, il y a le gros premier quart-temps des Rockets, 45 points des Rockets dans le premier quart-temps. C'est 45-36, donc il y a que 9 points d'écart à l'issue de ce premier quart-temps. Mais moi, j'ai eu l'impression que ça a été un peu le moment presque clé du match, quoi. Ouais, très possible. Ils sont partis d'un peu trop loin et t'as raison. Peut-être avec le sérieux et l'intensité défensive tout de suite, peut-être que les Grizzlies ils le prennent ce match, tu vois. Et au final, bon, au final c'est les Rockets. Et comme toujours, j'aime bien ce que propose Houston sans que ce soit ultra spectaculaire. C'est spectaculaire. C'est pas la plus belle équipe, mais Alors c'est oui, spectaculaire. moi j'aime bien. Voilà, c'est un spectacle que j'apprécie. Mais bah, tu veux peut-être parler, parce que tu t'as envoyé des messages à ce sujet-là sur le jeu en demi-terrain, sur leur classement dans la ligue à ce sujet. On en parlait un peu. C'est vrai que c'est presque étonnant en fait. Oui, bah, en fait, moi, ça fait plusieurs fois depuis le début de la saison que quand je vois cette équipe jouer, je me dis, mais ils sont vraiment pas très bons sur demi-terrain. Ce qui est pas une fin en soi, en fait. Non. Mais je trouve qu'il y a pas beaucoup de système. Tu vois, souvent, à un moment, je trouvais que ça. En fait, c'est soit s'il y a les post-ups de Şengün sont efficaces dans l'ensemble, mais dès qu'il n'y a pas ça, ils n'ont pas de solution et c'est souvent, bon, bah, on va se contenter de jouer un espèce de pick and roll dans l'axe un peu basique avec Fred VanVleet ou Jalen Green. Et du coup, ça, je me disais, c'est pas très beau. Et j'ai été curieux, je suis allé voir, mais en termes d'efficacité, où ils se placent. Parce que tu vois, c'était qu'un truc en termes de constat quand tu Mhm. vois ça. Et ils sont effectivement 26e sur 30 en NBA sur demi-terrain, sachant qu'au final, 75 à 80% des possessions dans un match, c'est des possessions sur demi-terrain. Ouais. Donc c'est terrible d'être aussi mauvais, entre guillemets, sur demi-terrain. Mais ça rend pas les Rockets, je suis là où je te rejoins, c'est que ça rend pas les Rockets moins intéressants ou moins spectaculaires ou moins excitants.
c'est que c'est une équipe qui compense avec sa défense, qui joue très dur, qui a beaucoup d'intensité. Je trouve ça beau à voir l'intensité. Ouais. Et c'est pour ça que ces deux équipes sont cool d'ailleurs. Deux équipes qui courent aussi beaucoup derrière en contre-attaque. Et voilà, les Rockets compensent vachement avec leur jeu de transition. Là, hier sur ce match, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Ils font des stops, ils sont capables de faire des stops et ça cavale. Et quand tu as des Jalen Green et des Amen Thompson, J'allais te parler de ces deux-là. Il y a des athlètes, il y a des athlètes dans l'équipe. Tu parlais de Phoenix et du manque de qualité athlétique l'autre jour. c'est l'inverse. Houston, il y en a, quoi, parce que Amen Thompson, c'est LeBron qui disait, c'est un, je sais plus quel terme il utilisait, mais c'est un freak, quoi. Il fait des trucs, c'est des pures qualités athlétiques et de la passion pour le basket. Et du coup, ça donne un joueur comme ça qui est qui est de plus en plus fort et intéressant. En plus, Amen Thompson, avec la blessure de Jabari Smith, il a vraiment intégré totalement le 5 et t'as raison, ça participe à ça. Et c'est un peu c'est le style de jeu qu'on avait déjà deviné chez Udoka l'année dernière. C'est pas les plus grands développements tactiques et stratégiques. Mais bon, du coup, ça me parle aussi parce que moi, je suis moins dans cette approche-là. Donc, je vois une équipe qui court beaucoup, qui donne beaucoup qui fait beaucoup d'efforts et je trouve que c'est à la fois efficace et sympa à voir. Oui, je suis d'accord avec toi que c'est sympa à voir ça. Il y a tout le basket au final, c'est pas que des belles passes, tu vois, c'est pas que de l'extra passe, du mouvement. Bien sûr que c'est beau quand il y a un espèce de balai en attaque, t'as l'impression que Mm. tout est coordonné. Mais le chaos, la brutalité, la physicalité, c'est aussi beau à voir sur un terrain. Et non, clairement, c'est une équipe intrigante, pardon, et excitante mine de rien, sans être forcément la plus rodée en termes de jeu offensif. Faudra voir en playoff, évidemment. Hein. Ça, c'est une des limites que tu avais déjà posées plus tôt dans la saison quand je me réjouissais des bonnes perfs de Houston. T'as raison, il faut voir à l'épreuve des playoffs parce que c'est là où le talent individuel, ils ont des joueurs qui sont talentueux individuellement, hein, on les a cités, mais est-ce qu'ils sont suffisamment talentueux pour être meilleurs que les autres talents supérieurs des autres équipes? Parce que c'est aussi ça qui fait la différence en playoff. Ça reste à voir. L'identité, par contre, elle est là et ça, moi, c'est toujours quelque chose que j'aime bien. Ouais, et puis en playoff, pour le coup, effectivement, le jeu est plus lent. Il y a de plus en plus de possessions sur demi-terrain et tu peux te dire, bah mince, les Rockets, comment ils vont faire? Mais dans le même temps, c'est aussi une équipe qui défend très 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 bien et qui du coup, bah elle en playoff pourra aussi est capable de faire des stops, quoi. Ça va être intéressant, franchement, de voir cette équipe de Houston. Ça dépendra évidemment aussi du match-up au premier tour. Mm. Et sinon, juste sur les Grizzlies, je voulais donner officiellement et publiquement un peu d'amour à Jaren Jackson Jr. Je répète à chaque fois, qui veut l'entendre, que c'est le joueur le plus surcoté de la ligue. Il fait quand même une super saison. Bon, hein. Ouais. Jaren Jackson Jr. cette saison, il est mobile, il est athlétique. Je trouve qu'il a enfin l'espèce de profil d'unicorne qu'on lui colle à la peau depuis 50 ans, depuis sa draft là. Voilà, je le trouve vraiment intéressant et il mériterait d'être All-Star. Je ne sais pas s'il sera invité, il y a tellement de monde à l'Ouest, mais il mériterait d'être All-Star vu les performances de Memphis. Il est lui, le banc sont sans doute les deux plus gros facteurs du succès des Grizzlies, sachant qu'il manque souvent Ja Morant qui est soit blessé, absent, etc. Donc non, voilà, un petit peu d'amour pour Jaren Jackson Jr. Je suis d'accord avec toi. C'est juste qu'il a pâti un peu de l'enchaînement après son titre de meilleur défenseur de l'année. Il avait fait une campagne avec Timmy Wessé qui était cata, enfin qui était pas du tout digne d'un mec qui a été aussi fort défensivement NBA. Et la saison dernière où il manquait tout le monde, on savait que c'était une saison de transition. Il a pas surnagé tant que ça, je trouve. Donc bon, là c'est bien, t'as raison. Il est très très bien cette saison et ça explique aussi les résultats des Grizzlies. Allez, on peut passer à la grosse perf individuelle de la nuit, c'est celle de Darius Garland. Il a mis 40 points, sa meilleure performance de la saison. 40 points, 9 passes, 14 sur 22 au tir et une victoire des Cavaliers 132-126 contre les Raptors. Alors, les Cavaliers qui étaient en back-to-back, hein, ils venaient de battre le Thunder, c'était bien la nuit d'avant, si je dis pas de bêtises. Donc, il y avait la très grosse affiche contre OKC. Forcément, un peu de fatigue, forcément, t'es un peu, je sais pas, émoussé après avoir joué un aussi gros match. Et là, derrière, tu joues l'une des équipes les plus faibles de la ligue. Ça aurait pu être un match piège. En plus, Donovan Mitchell avait été laissé au repos. Mais Garland a donc mis 40 points et 14 dans le quatrième quart-temps. Il a ramené les Cavaliers qui étaient menés au score, en fait, au début du quatrième quart-temps. Il a ramené tout le monde. C'est ça. C'était le match entre la meilleure équipe à domicile et la pire équipe à l'extérieur. Normalement, ça aurait dû être zéro suspense. Et Toronto a plutôt bien joué le coup. Et il a fallu que les Cavs s'emploient quand même pas mal. Ils ont souffert et ça s'est joué aussi à la fin. Ça se joue sur des petits détails, tu vois. Sur la fin, tu vois que même si les Cavs sont fatigués, si ils sont pas dans un très grand soir, ce qui est logique, hein, tu te rends compte, l'enchaînement des matchs, t'as l'usure mentale et physique de quand t'as un tel bilan et tu dois continuer de l'améliorer.
Parfois c'est juste un petit surplus de combativité, et là moi je l'ai trouvé chez Jarrett Allen par exemple, il va s'arracher, il va se jeter pour éviter une sortie de balle après un rebond, enfin après enfin sur un rebond défensif qui évite de donner une autre possession aux Raptors et du coup qui les empêche d'égaliser. Derrière, Garland marque à 3 points, et ça voilà, c'est ce genre de petites actions qui montrent qu'ils ont une forme de résistance mentale qui fait que tu sais ils vont tenir sur la saison. Bon, il n'y aura pas d'effondrement. En playoff, c'est une autre histoire, mais là, c'est une équipe qui est comme ça, qui est branchée comme ça, et Kenny Atkinson a récupéré des choses bien qui ont été faites par le passé, tout en apportant sa touche, et ça donne ça. Mobley Allen, encore très bon ensemble, hein. Je veux dire, c'est une raquette qui, même en étant un peu émoussée, comme tu disais, arrive à être performant. Je me souviens plus de Mobley, il fait 20 points, 10 passes ou... 21 points, 11 rebonds, 6 passes pour Mobley, donc vraiment dans l'enchaînement de son match contre le Thunder, et 18 points, 15 rebonds, 3 passes et 2 contres pour Jarrett Allen, qui est excellent en ce moment. Voilà, hier, je parlais de 4 All-Stars pour Cleveland. Je pense effectivement que Jarrett Allen, il n'y sera peut-être pas. Surtout si on se concentre sur les stats bruts. J'ai vu des commentaires derrière, mais il est à 14-10. Oui, mais quand tu es à 14-10 dans une équipe qui est à 85% de victoire, en fait, ton 14-10, il vaut carrément un 20-13 de n'importe quelle autre équipe, sachant que Jarrett Allen, il est vraiment en train de monter en puissance. Bref, ouais, t'as raison, la paire d'intérieur est très intéressante. Et tu vois, sur ce truc de demi-terrain, vu que tu as parlé de Kenny Atkinson et de l'apport de Kenny Atkinson, Cleveland est la meilleure équipe de la ligue sur demi-terrain. Ça se voit aussi sur les premiers, matchs. Ils sont premiers. Ouais, il y a du mouvement, il y a des systèmes, il y a tout un truc qui fonctionne bien. Tu parles des All-Stars. Bon, Garland, il est en train de, c'est même plus verrouiller sa place, mais il fait une super saison. Ouais. À nouveau, faut rappeler que c'était un peu une incertitude avec la saison précédente. On lui prêtait des rumeurs de volonté d'être tradé parce qu'il se sentait moins bien avec Bickerstaff et tout. Il fait une énorme saison, je trouve. Là, il n'y a pas Mitchell, il prend les rênes. Quand il y a Mitchell, il est là en complément. Parfois, il prend le dessus. Il est playmaker, il est vraiment très très bon. Il y a toujours des questions sur le fait qu'il sera peut-être attaqué défensivement en playoff, mais c'est un super joueur, c'est un All-Star incontestable cette saison. Ouais, sachant qu'en même en défense, il fait les efforts. Après, il n'a pas forcément le corps pour pouvoir stopper n'importe quel attaquant, mais de ce côté-là, il fait aussi les efforts sur le début de la saison. C'est marrant, il y a une espèce d'affirmation un peu provocatrice qui serait de dire que Donovan Mitchell, cette saison, c'est le quatrième meilleur joueur. Alors c'est pas vrai, c'est le meilleur marqueur, c'est le meilleur joueur de cette équipe, mais c'est pas celui qui fait la saison la plus impressionnante, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Cleveland. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin que Donovan Mitchell se saigne pour que Cleveland soit aussi fort, et 33 victoires en 37 matchs, c'est impressionnant. Incroyable. Fin de série pour Détroit après 5 victoires de suite. Les Pistons qui étaient en back-to-back ont perdu contre les Warriors 104-107. Victoire de Golden State, une victoire qui va faire du bien aux Warriors. Ils ont besoin de gagner des matchs. Cette équipe est déprimante un petit peu en ce moment. Mais voilà, du coup, les Pistons s'inclinent malgré 32 points et 8 passes de Cade Cunningham. En face, il y a 19 points de Buddy Hield, 17 points et 10 rebonds de Stephen Curry, 14 points de Trayce Jackson-Davis. Enfin bref, il y a plusieurs joueurs qui ont marqué plus de 10 points. Et victoire de Golden State. Ouais, la victoire et c'est tout, on va dire, parce qu'ils se sont fait peur encore, hein. Ils avaient 18 points d'avance, ils ont commencé à se faire grignoter à la fin. Bisley, il a et juste à la toute fin, il a une occasion à 3 points pour égaliser. Ils se sont fait peur encore, et c'était encore pas très très beau, honnêtement, hein. Les Warriors, là, bon, Curry est pas dans un grand soir, vraiment pas, il est maladroit, je pense qu'il shoot pendant une grande période. 5 sur 21, 2 sur 14 21. À 3 points. Ouais, il manquait Andrew Wiggins, absent pour raison personnelle. Et bon, ce qui est bien, c'est que les autres se sont bougés, et ils ont trouvé de l'efficacité au bon moment. Buddy Hield, tu disais, mais bah, après, t'as plusieurs joueurs au-dessus des 10-12 points, Jackson Davis, Schroeder, Guy Santos. Enfin, bon, ça fait pas rêver sur le papier, mais t'as raison, il y avait besoin d'une victoire. En attendant peut-être des changements importants dans les semaines qui viennent, comme tu l'appelles de tes voeux depuis quelques temps. Voilà. Yes, à suivre, on verra. La deadline, c'est prévu normalement, je sais pas, c'est 6 février, je me souviens plus de la date exacte de la deadline. Très bonne question, on vous le dira quand on aura checké. Il faut jamais poser ce genre de questions en enregistrant. Mais ouais, en gros, on est à 4 semaines de la deadline, quoi. Orlando s'est incliné contre Minnesota 89-104, victoire du coup des Timberwolves, 21 points, 7 passes. Ça y est, Anthony Edwards a fait des passes. Il a quand même fait 5 sur 19 au tir. Il y a 23 points de Julius Randle, 10 points, 12 rebonds de Rudy Gobert. Le Magic qui va récupérer Paolo Banchero, mais en attendant, voilà, petite défaite d'Orlando à domicile. Sur le 5 sur 19 d'Anthony Edwards, il y a un des plus beaux dunks du début de saison aussi. Oui, il y a un méchant poster sur mon gars Anthony Black à une main, enfin très très joli. C'est un de ses seuls paniers de la soirée vraiment pour Edwards. Tu disais, à combien il était? 5 sur 19, c'est ça?
Ouais, il finit à Ah 5 ouais. sur 19, quoi. Ouais, non, mais j'avais vu qu'il avait quand même beaucoup raté. Mais ouais, et stat intéressante, Minnesota avait perdu ses 7 derniers matchs contre des équipes de l'Est. Et là, ouais, c'est toujours pareil. Je me répète constamment avec Minnesota, dès que ça défend bien, il y a très peu de chances que l'équipe adverse, surtout quand elle est déplumée comme Orlando en attaque, ait la moindre chance de faire quoi que ce soit, parce que il y a quand même les mêmes ingrédients que l'année dernière avec leur défense phénoménale jusqu'en playoff. Donc il n'y a pas de raison. Là, tu vois, sur un match comme ça, ils ont réussi à être solides en défense et ça suffit pour gagner des matchs comme ça. Dallas s'est fait peur, mais a fini par battre Portland. Victoire 117-111. Ils ont passé un 16-0 à la toute Ouais, fin du quatrième quart-temps c'était pour aller chaud, hein. chercher la victoire. Alors, faut dire que les Mavericks jouent sans Luka Doncic, sans Kyrie Irving, mais il y a eu 23 points, 14 rebonds de PG Washington, 25 points de Jaden Hardy, qui lui, pour le coup, est capable de porter la balle et d'assumer un peu le rôle de la star qui crée du jeu. 21 points, 16 rebonds aussi pour Derek Lively. Et du coup, voilà, le gros run en fin de match pour prendre le dessus sur Ah ouais, Portland. parce que c'était chaud, hein. Portland était à plus 10 à 5 minutes de la fin. Ils se sont mis à tout rater. Ils ont raté 6 tirs de suite. Ils ont perdu des ballons assez invraisemblables. Et derrière, il y a 3 mecs qui, pour moi, ont vraiment fait le job pour Dallas. C'est Lively, PJ Washington, toujours. Et il y a eu un panier ou deux de Dinwiddie aussi sur le run qui était bien. Mais ouais, ils ont renversé, tu l'as dit, ils finissent sur un 16-0. Ils ont récupéré, alors je pensais pas qu'il reviendrait aussi vite, mais Gafford est déjà revenu. Il a joué 10 petites minutes, donc ça c'est plutôt rassurant pour la suite. Et ouais, c'était un peu chaud quand même. Mais bon, tu vois, on avait regardé leur calendrier, on se disait ça va être chaud. Ils ont pas Kyrie, ils ont pas Luka. Gafford est blessé, ils ont des matchs pas simples. Là, ils vont rejouer les Lakers après. Finalement, ils s'en sortent correctement. Phoenix a battu Atlanta, victoire aussi là nécessaire pour les Suns. Hein. Il y a besoin de se relancer. 123-115 contre les Hawks. Il manque du monde du côté d'Atlanta. Le bon point, c'est presque les 25 points, encore une fois, en sortie de banc de Bradley Beal. 25 points, c'est trop bon. C'est-à-dire, sur ces 3 matchs en sortie de banc, 2 fois, il met 2 fois 25 points. 25. C'était aussi Ouais. 25. Ouais. 2 fois 25. Il y en a un où il passe à côté, mais il y a quand même deux matchs à 25 pour Bradley Beal en sortie de banc. Ça rééquilibre quand même un petit peu l'équipe. Et voilà, les Suns qui avaient besoin de se relancer. Il y a aussi 20 points, 12 passes de Devin Booker, 23 points de Kevin Durant. Petit match de Zachary Zaché pour les Hawks, seulement 5 points. 21 points de Trae Young, mais voilà, il manque Jalen Johnson du côté Mais d'Atlanta. c'est frustrant encore pour Rizaché parce que sur les passages où il joue, l'équipe elle joue bien en fait. Lui il se met pas spécialement en valeur, mais l'équipe elle est. Je dis peut-être une énorme bêtise, il est peut-être à moins 37, mais Non, non, il est à plus 4. Il est et voilà, effectivement il a un plus-minus positif et bon, il joue que 19 minutes. Alors bon, ouais, c'est les choix de Quinn Snyder, ça a plutôt été bon pour l'instant, mais ouais, tu dis qu'il y a des absents, ouais, il y a surtout Jalen Johnson, hein, c'est lui pour moi, c'est le baromètre, hein. Il y a Trae Young qui fait les différences scoring, points, scoring et passe, et puis bah, tir clutch comme l'autre jour, mais Jalen Johnson est tellement complexe, c'est lui qui manque, je trouve. Et pour Phoenix, Bradley Beal, ce qui est intéressant, c'est que enfin, ce qui est bien, c'est que c'est 25 points en shootant, en étant très adroit, si je ne dis pas de bêtises. 11 sur 16. Voilà. Donc ça c'est cool. Grayson Allen, j'ai trouvé Grayson Allen a été bon aussi. On le voit par intermittence, alors que c'est quand même censé être un des mecs qui fait des différences. Et Grayson Allen, notamment en fin de match, il a mis quelques paniers importants, alors qu'Atlanta commençait à revenir un peu dans le match. Ouais, il finit à 23 points, 7 sur 8 au tir, Grayson Allen. Voilà. Et enfin, dernier match de la soirée, Miami a battu Utah 97-92 avec 20 points, 7 rebonds, 7 passes de Rémi Raquez Jr. qui tourne bien en ce moment depuis qu'il est revenu dans le 5. Pardon, il y a 23 points, 7 rebonds, 5 passes de Tyler Hero. En face, 23 points de Colin Sexton, 23 points de Lauri Markkanen. Mais donc, victoire du Heat à Utah. Je l'ai regardé un peu celui-là, c'était moche. Hein. Ouh là là. C'était moche. C'est juste qu'il y avait énormément de pertes de balles, énormément de tirs ratés, deux équipes. Bon, une équipe, voilà, le Jazz en plus, il manquait vraiment beaucoup de monde. J'arrêtais pas de dire du bien de Théo me charriait dessus sur Bryce Sabo en ce moment. Il avait fait 61 points sur ses 2 derniers matchs. Là, il a pas joué. Il leur manquait Clarkson, il leur manquait Collins, Keyonte George. Donc bon, c'est une équipe de G-League en gros, hein, à peu de choses près. Donc c'est pas illogique que ça ne joue pas très très bien. Miami, par contre, c'était ouais, maladroit, des pertes de balles. Et au final, bon, le talent imprimé avec Tyler Hero qui a quand même mis aussi des paniers sur la fin, 23 points je crois. Et Raquez, tu l'as dit sur l'énergie aussi qui a fait des différences. Les deux équipes ont shooté à 39% de réussite au tir. C'est pas ouf. Et on peut signaler que Tyler Hero, pendant le match, ils l'ont dit après qu'il ait mis un panier à 3 points, il a le record, je vais essayer de le formuler correctement, c'est le record de matchs consécutifs
dans l'histoire de la franchise avec au moins un panier à 3 points marqués devant son coéquipier Duncan Robinson. Voilà. Ça fait 70 matchs de suite qu'il met au moins un panier à 3 points. Pas mal, pas mal. Ouais. Glenn Rice et Jamal Mashburn doivent regretter de pas être nés Ah, plus c'est sûr. tard. Je pense ils auraient pu clairement faire des séries assez spectaculaires dans la NBA C'est d'aujourd'hui. clair. Il y avait un autre match, mais qui a été reporté, c'est celui entre les Lakers et les Hornets, c'est évidemment en raison des incendies pardon, du côté de Los Angeles. Ouais. D'ailleurs, la maison de J.J. Redick, qui est le coach des Lakers, a été détruite dans les incendies. Donc voilà, du côté de LA, forcément, match reporté pour ce Lakers Hornets. Ouais. On a fait le tour, Shai. Absolument. N'oubliez pas que demain, il y aura le 6e CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions. Donc, ça sera disponible demain matin. Et nous, on se retrouvera pour un CQFR du week-end lundi. Et d'ici là, écoutez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.